Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Bologne, ouverture du score de Rebic qui a bien suivi le pénalty manqué de Zlatan Ibrahimovic, puis un deuxième pénalty à la 55e minute de Franck qui s'est transformé, donnera le break à l'AC Milan. Andrea Poli, ancien Rossoneri, réduira le score en fin de match à la 81e minute. Pour en parler à mes côtés, j'ai Yann. Salut Yann. Bonjour tout le monde. Marco. Salut Marco. Salut à tous. Et enfin Diego. Salut Diego. Salut. Messieurs, l'AC Milan qui reste donc leader avec 2 buts d'avance sur l'Inter à la fin de cette 20e journée de championnat. Que s'est-il passé durant cette rencontre? Que faut-il en retenir collectivement parlant, Marco? C'était un bon match dans l'ensemble, surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps un peu plus compliqué. Dès qu'on a commencé à faire les changements, et surtout quand Théo fait sa bourde et qu'on prend le but de Poli, ça nous a mis directement dans une spirale où on a commencé à avoir peur. Et à partir de là, on a commencé vraiment à craindre dans les 10 dernières minutes. Je pense que c'est un match qu'on aurait pu gérer plus tranquillement sur la fin. Après, voilà, ça reste un bon match. La victoire est là. Les 3 points sont nécessaires. Et je pense que, voilà, grosso modo, il faut juste en retenir le score pour cette fois. Je te rejoins clairement sur le fait que c'était clairement un match où on devait gagner. On revient de 2 matchs où on prend gros sur le moral. Hein. Le 3-0 face à l'Atalanta, c'était pas évident. Le match en coupe face à l'Inter, au moment où on tourne ce podcast, on est le 31 janvier. J'en suis pas encore remis. Donc, pour moi, c'était vraiment l'importance face à Bologne de se refaire une santé, qu'on gagne. Très honnêtement, j'ai pas trouvé qu'on a vraiment gagné avec la manière. Hein. C'était assez pauvre, j'ai trouvé en occasion. Dans le jeu, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Pour moi, l'explication de tout ça, elle vient clairement de l'absence de notre numéro 10 à Cannes, que je me réjouis vraiment beaucoup de revoir jouer. Bennacer qui est aussi revenu, qui est l'excellente nouvelle aussi de le revoir gambader sur le terrain. Donc, je me réjouis des prochains matchs, de revoir Akan à son poste de numéro 10 et de revoir Bennacer et de peut-être enfin pouvoir voir le 11 titulaire de Milan jouer en Serie A. L'AC Milan qui restait du coup sur 2 défaites consécutives face à l'Atalanta et l'Inter Milan en milieu de semaine. Est-ce que c'était une belle réaction pour toi, Diego, cette victoire face à Bologne, ou c'est un reste poussif comme l'a dit Yann? Écoute, clairement, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait gagner. Il fallait gagner pour, disons, remonter le moral et retrouver un peu cette confiance du début de saison. Donc, sur ce point-là, c'est parfaitement réussi. Je suis d'accord avec Yann et Marco que c'était un peu à l'arrache. On a eu quelques doutes. La malédiction de l'ex qui est revenu nous hanter avec le but d'Andrea Poli. On avait déjà vu ça avec Destro qui nous met son doublé alors que c'était tellement improbable. Mais bon. Destro qui est sur 8 buts depuis qu'il a marqué face à Milan. C'est le meilleur buteur sur cette période-là, tout club confondu en Europe. Impressionnant le match de Destro. Il revient très très bien. Ouais. Il revient à 8 buts. C'est notre héritage. Ce week-end, il y a Piontek qui a marqué, il y a André Silva qui a marqué, Luis Adriano devenu champion avec Gustavo Gomez. Ouais. Donc bon, faut s'y faire, hein, mais bon, dans tous les cas, ouais, Milan a su réagir. On a eu quelques doutes, hein, ce genre de fin de match un peu craintive qu'on vit depuis tellement longtemps, où on se disait est-ce qu'on va se faire égaliser, est-ce qu'on va pas se faire égaliser. Il y a quelques années, ce match, on aurait sûrement eu un match nul. Là, on réussit à maintenir le score, c'est très bien. L'effectif était remanié, donc dans tous les cas, c'est une bonne victoire avec les joueurs qu'on avait. Comme l'a dit Yann, on n'a toujours pas notre 11 titulaire, on n'a toujours pas tous nos moyens. Donc, si on pouvait prendre cette victoire afin de garder cette première place et de remonter un peu les esprits, il fallait la prendre et je pense que Milan a bien saisi sa chance. 13e et 14e penalty pour l'AC Milan cette saison. Alors, il y a un vrai faux débat, enfin, si on peut appeler ça un débat avec les supporters, notamment de la Juve et de l'Inter, qui parlent de notre club, comme quoi on a le plus de penalty. On en concède aussi le plus pour juste équilibrer la statistique. Là, c'est vraiment 2 penalties flagrants. Marco, rien à dire si jamais on regarde les matchs de l'AC Milan? Il n'y a rien à dire du tout, surtout sur les deux du match contre Bologne. Je veux dire, comment ne pas siffler le penalty sur Léo où il se fait totalement accrocher alors qu'il a une action de but. Et le deuxième est encore plus scandaleux. Le joueur a voulu faire du volley, c'est incroyable. Il a réussi à faire 2 mains sur la même action. Il ne regarde même pas le ballon. Enfin, c'est extrêmement bizarre.
Non, pour moi, c'est 2 pénaltys qui sont bien sûr extrêmement mérités. Voilà, il faut arrêter aussi de prendre le Milan comme l'assez rigoré, comme on a vu. Au bout d'un moment, voilà, on a un club certes qui a des pénaltys, mais ça vient aussi du fait que on est une équipe très offensive qui joue sur des passes en profondeur, sur des centres. Forcément, on n'est pas comme ça solo à jouer à la baballe à l'entrée de surface. Donc forcément, ça attire des pénaltys. Et à côté de ça, il y a aussi le débat de Milan prend 10 000 poteaux. Je crois que ça y est, on est le club qui en a le plus touché des 5 grands championnats. Voilà, je pense que ça compense. Ça compense, mais il n'y a même pas de compensation à avoir quand tu vois la tête des actions qui amènent les pénaltys. Yann, Et comme tu le soulignes, Marco, pour se procurer, pour recevoir des pénaltys, pour qu'on nous concède des pénaltys, il faut arriver dans la surface adverse, il faut jouer dans la surface adverse, il faut se montrer dangereux. Donc, je suis désolé, depuis le début de la saison, on joue quand même un jeu très intéressant, très offensif, et on met à mal les défenses adverses. Donc, logiquement, il y a des contacts qui sont dans la surface et il y a des pénaltys qui se sont faits. Et je ne comprends pas qu'à l'heure où la VAR a fait son apparition dans le championnat italien, on puisse contester tant de pénaltys que ça. Après, on pourra peut-être en reparler une prochaine fois de la VAR sur cette penalty, comment elle est utilisée. Je ne suis pas encore convaincu qu'on ait totalement compris le bon fonctionnement, enfin, que certains arbitres italiens aient encore compris le bon fonctionnement de la VAR. Mais pour moi, c'est 14 pénaltys qui sont tous totalement… 13. totalement 13 sont totalement 13. justifiés. Il y a celui d'Akan face à la Roma qui est vraiment une compensation par rapport à la faute Ah de oui, c'est Benacer. juste. Il y en a un seul vraiment où l'arbitre était sorti du match et celui sur Akan n'est pas justifié face à la Roma. Mais sinon, à part celui-là, les 13 autres sont complètement justifiés. Il n'y a vraiment pas besoin de débattre plus que ça. On va à présent, les gars, passer aux prestations individuelles de la rencontre. Je vais te donner la parole à Yann. Alors, je vais commencer par mes tops. Et en troisième position, je vais mettre un petit nouveau qui a débuté la semaine passée, qui a dû rentrer en catastrophe dans le derby de la Madonnina. Donc, pas un match facile du tout, qui a déjà fait très bonne figure à ce moment-là. Et aujourd'hui, première titularisation, premier match de 90 minutes. Et il nous fait un match vraiment incroyable. C'est Tomori, qui vient d'arriver de Chelsea, qui s'est intégré parfaitement à l'équipe, qui est un joueur jeune qui a pour moi de grosses capacités, en tout cas de ce que j'ai vu de ces quelques matchs, de ce que j'avais vu quelques fois à Chelsea. Très rapide, très fort physiquement, très intelligent aussi à la relance. Donc, il a vraiment tout pour devenir pour moi un grand défenseur. On espère que ça continue comme ça avec nous, hein. On sait qu'il ne faut pas s'enflammer trop vite à avoir des jugements trop rapides sur nos joueurs. Mais là, pour l'instant, Tomori, pour moi, c'est que du positif depuis qu'il est arrivé. Excellent choix de la direction. Pour moi, on le voit hein, avec Kier qui malheureusement se blesse tous les quelques matchs, a quand même un physique assez fragile. C'était important d'avoir un défenseur sur qui on pouvait compter et je pense que Tomori et Kalulu vont pouvoir s'échanger le rôle de défenseur central aux côtés de Romagnoli, avec peut-être le retour de Gabbia bientôt et Kier, où on a vraiment quelques bons défenseurs centraux sur qui on peut compter. Donc, ça fait très plaisir et c'est pour ça que ce soir, je le mets en numéro 3 de mes tops. Ensuite, en numéro 2, je vais vous parler de Donnarumma. Quel match de notre gardien numéro 99. Il nous sauve la mise 3 fois sur ce match. Hein. À la 39e minute face à Sansone, d'abord sur le côté. Ensuite, Calabria, à un moment qui va perdre le ballon, c'est à la 41e minute. Et c'est Dominguez ensuite qui va se présenter seul face à Donnarumma. Et de nouveau, il reste bien sur ses appuis et il arrive à sortir le ballon. Et à la 90e, tout à la fin, c'est sur une tête de comment s'appelle le joueur? Soriano. C'est Soriano qui fait une tête plongeante aussi, où j'avais l'impression que c'était hors-jeu, mais absolument pas. Et là aussi, Donnarumma nous sort une parade incroyable. Donc, on a peut-être l'impression parfois de minimiser un peu le rôle du gardien, mais là, ce soir, il était absolument incroyable face à Bologne. Donnarumma, c'est pour ça qu'il est numéro 2 de mes tops. Et ensuite, numéro 1, pour moi, il est partout. C'est son 7e match durant ce mois de janvier. On en reparlera peut-être plus tard. Il marque un penalty avec un contre-pied parfait. Il est calme. C'est pratiquement impossible de lui prendre le ballon quand il a envie de jouer avec son corps face aux adversaires. Je parle de notre président, il presidente, Monsieur Franck Kessie. Il peut jouer avec n'importe qui au milieu du terrain. Il arrive toujours à sortir du lot pour moi. Il fait très souvent les bons choix. Il perd que très peu de ballons. Physiquement, il est très dur à avoir. Il a tout dans des meilleurs milieux de Serie A. Donc, Kessie est pour moi l'homme du match face à Bologne.
Eh ben, très bien. Diego, je vais te donner la parole. Je sais que ton top se rapproche de celui de Yann. Effectivement, bah, c'est le même, hein, c'est le même. On commence par Tomori. Tomori, comme l'a dit Yann, c'est un joueur. Je m'y attendais pas. Sincèrement, je le connaissais pas tant que ça. Moi, je le connaissais de FIFA, comme, Mm. comme beaucoup de gens. Mais non, mais c'est un joueur qui m'a agréablement surpris. Il est très vif, très puissant, j'ai envie de dire, dans ses contacts, au jeu de la tête. Il gagne ses duels, que ce soit au sol ou de ses duels aériens. Il est très bon au marquage, il suit très bien les attaquants en phase défensive. C'est vraiment une bonne affaire qu'elle nous dégoter encore une fois Mm. le Capitano Maldini. Donc, écoute, on espère que son option d'achat sera levée. Hein, on ne sait pas exactement encore à combien elle est, je pense. C'est aux alentours de 25 millions, je crois. Donc, moi, je pense que s'il continue à performer comme ça, son prix, il l'aura bien mérité. Je serais plus que content si on réussit à le signer en fin de saison. Ensuite, Gigio Donnarumma, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Gigio Donnarumma, hein, c'est 200, j'ai plus. vu la stat, c'était hier, je crois, après le match. C'est 221 matchs avec l'AC Milan à 21 ans seulement, 88 clean sheets avant le match face à Bologne. C'est des stats Ouais, incroyables. ouais, Mm. on peut plus rien dire sur Donnarumma. Et c'est la valeur sûre, la plus sûre qui existe. C'est-à-dire il a banalisé tous les arrêts Mm. incroyables qu'on encense chez les autres gardiens de Serie A. Lui, il en fait au moins un par match. Son jeu au pied, ce qui était ce qu'on pouvait lui reprocher anciennement, qu'on se disait ah ouais, mais il n'est pas très serein avec la balle, il fait quelques conneries. Là, il n'y a plus aucun doute sur le fait que quand on lui passe la balle, on sait qu'il n'y aura aucun souci sur ce front-là. Il est partout, même dans le moral de l'équipe. C'est celui qui crie le plus, on l'entend bien. Je pense que le moment où il crie que le ballon est à lui, tu l'entends. Là, il est à Bologne, je crois, ça s'est entendu à Milanello. Donc bon, moi, j'ai plus rien à dire sur Donnarumma. Il est monstrueux. Comme d'ailleurs le top 1, pareil que Yann, Franck Kessié, c'est lui aussi, son volume de jeu est monstrueux. Mm. Il est partout, offensivement, défensivement, sur la relance, sur les contre-attaques, à la couverture. Il te fait tout. C'est un couteau suisse. Peu importe avec qui tu le mets, c'est lui qui remonte le niveau du milieu de terrain. Mm. Il y a plus. Indispensable. Il est Ouais, non, indispensable. C'est ouais, impressionnant, comme le disait Guillaume MP lors de la dernière émission, la dimension qu'il a pris en un an, parce que c'est quasiment ça, c'est depuis janvier à peu près il revenait bien avec l'AC Milan. En un an, la dimension qu'il a pris et maintenant c'est le meilleur, je pense, le meilleur milieu de terrain de Serie A cette saison, sans trop m'avancer. Je pense que vraiment Kessié est en train de prendre, et j'espère surtout qu'à la fin de la saison, il continuera avec l'AC Milan et que des trop gros clubs ne s'intéresseront pas à lui parce qu'on en a vraiment besoin et on voit que quand il manque à Milan, sa présence est pas du tout. On n'arrive pas à le remplacer en fait, il est irremplaçable. Ensuite, on va passer au top de Marco. Alors moi, mon top numéro 1, je vais faire le sens inverse pour une fois. Gigio, car même si Kessié mériterait sa place d'MVP, Gigio, sans lui, je pense que ce match, on ne peut pas le gagner. Ce serait impossible. Franchement, il nous sort 3 arrêts de très grande classe. Mm. J'ai surtout en tête celui contre Dominguez. Pour moi, c'était un but assuré. Après, non, franchement, c'est un joueur qui a été excellent sur ce match, qui est certainement l'article de notre victoire. Même si sur la fin, c'était un peu plus compliqué, dans les 10 dernières minutes, on sentait qu'il avait un peu peur, un peu comme tout l'effectif. Hein, quand on a commencé à reculer, il a commencé à craindre un peu. Il a fait 2-3 sorties aériennes un peu hasardeuses sur la fin de match. Mais mis à part ça, c'est grande classe. Et de toute façon, on en est habitué avec Gigio. Donc voilà. Pour moi, c'est le MVP de ce match. Pour revenir sur une dernière stat sur Gigio, du coup, ça revient à 39% de clean sheet en carrière. Quand on sait qu'un des meilleurs total all-time, c'est Petr Cech qui le tient avec plus de 50% de clean sheet en carrière. Gigio est actuellement à 39%, sans préciser le fait que l'AC Milan des dernières années, c'est un AC Milan 8e, 9e avec des Zapata derrière, Paletta, Gustavo Gomez et Tutti Quanti. Enfin voilà, c'était vraiment des équipes très faibles défensivement. Donc Gigio, dans ce marasme, dans cette fin de la Banderera et ce renouveau milanais, tourne à 39% en carrière de clean sheet. C'est juste phénoménal.
comme tu dis, ça, c'est impressionnant. Il a joué quand même avec des équipes qui ne sont pas de très grande classe les dernières années. Et malgré ça, il a une stat folle. Donc franchement, c'est un gardien qui est impressionnant et qu'on doit garder. Le débat sur la prolongation est actuellement en cours. J'espère qu'on va vite boucler ça, histoire d'être bien tranquille. Ton Et deuxième sinon, joueur, je du vais coup. passer, voilà, je vais passer à mon deuxième joueur. Donc cette fois, c'est Kessié, hein, évidemment. 7e but pour lui cette saison. Donc sur une moitié de saison, hein, il légalise son record de la saison 2018-2019. Et franchement, c'est encore une fois un match taille patron. Il est partout, il compense surtout les grandes montées offensives de Théo. Car sans lui, je pense que beaucoup de contre-pieds seraient en notre défaveur. Franchement, c'est un joueur qui se sacrifie énormément et on lui doit beaucoup. Comme le disait Yann, il perd très peu de ballons. Enfin, c'est franchement taille patron encore une fois sur ce match. Mm. Troisième position, j'ai mis Calabria pour changer un petit peu. Calabre a été excellent. Meilleur offensivement. Bon, il fait sa petite boulette où il a failli, le moment où Dominguez se présente en 1 contre 1 contre Donnarumma. Mais mis à part ça, je trouve qu'il a été assez bon. Son duo avec Makers défensivement, c'est bien passé. Et offensivement, c'est de mieux en mieux, quoi. Je veux dire, il montre encore une fois que son niveau cette saison est vraiment excellent. Et je pense qu'on est vraiment, j'espère qu'on n'est pas à son prime et qu'il continuera à grandir. Et sinon, petite mention spéciale quand même à Tomori, qui a été excellent, très bonnes interventions, très bon jeu de la tête, enfin, des interventions utiles et bien placées. Néanmoins, je ne l'ai pas mis dans mes tops car il y a pour moi un tout petit bémol, c'est son jeu au pied. J'aurais voulu plus, hein, beaucoup de fois. Bon, il avait beaucoup le ballon de la part de Donnarumma, mais beaucoup de fois, il n'osait pas aller vers l'avant, comme le ferait Kier ou même Kaloulou. Je trouve que Kaloulou a un meilleur jeu au pied. Donc, j'attends plus de lui à ce niveau-là. Mais ça fait plaisir parce que voilà, ça montre que défensivement, on a une belle profondeur d'effectifs. Et je commence même à me demander comment on va s'en sortir. C'est clair. On en a 5 qui tiennent la route quand on voit Ouais. les deux titulaires, la charnière titulaire qu'on mettait les dernières années, et de voir que là, on en a 5. Bon, bien en dessous des 4, mais qui reste quand même une solution sérieuse. Mais on a 5 joueurs quand même de grande qualité à ce poste, je trouve. Ça se demandait ce qu'on va en faire. On en a tellement et de très bons niveaux que je pense qu'on sera obligé de s'en séparer de quelques-uns. Mais franchement, c'est très rassurant à ce poste en tout cas. Surtout que si je peux passer une dédicace à l'ami Mousakio, il nous a quittés. Et franchement, on ne regrette absolument pas son départ. C'est ce qui est génial, c'est qu'on a un joueur qui part gratuitement en plus. Et on s'en fout. On est super bien couverts. J'aimerais bien qu'il joue face à nous. Musacchio d'ailleurs qui joue tout le match cet après-midi face à l'Atalanta et qui nous venge en gagnant 3-1 en jouant défenseur central. J'ai trouvé assez bon cet après-midi face à l'Atalanta avec la Lazio. Du maillot. C'est l'amour du maillot. On lui souhaite, on lui souhaite. On va passer désormais au flop, messieurs. Diego, je vais te laisser commencer. Alors, mes flops. Bon, on va commencer par on va commencer par quelque chose de léger. C'est Sandro Tonali. Sandro Tonali sur ce match, bon, c'est pas glorieux, loin de là. Mais j'ai pas énormément de choses à lui reprocher. Ça se voit qu'il s'est toujours pas super bien adapté. Au bout d'un moment, on pourra commencer à lui le reprocher, mais je me fais pas trop de soucis sur ce coup-là. Il n'a pas apporté grand-chose, mais il n'a pas non plus risqué grand-chose. Voilà, c'est un match médiocre, j'ai envie de dire, mais qui ne. Match pas, moyen. Je m'inquiète pas particulièrement sur ce point-là. Ensuite, mon deuxième flop, ce sera du coup Zlatan Ibrahimovic. Et oui, donc contre Cagliari, évidemment, on l'a vu, il était partout, il courait, il est absolument monstrueux. Contre l'Inter, il marque, mais après, on a tout ce débat avec Lukaku, le carton rouge, etc. On ne reviendra pas dessus, mais ce qui m'étonne quand même, c'est que sur ce match-là, c'est un peu le Zlatan des mauvais jours qu'on peut voir, c'est-à-dire celui qui rate ses occasions, qui demande un peu trop parfois même, ou qui se plaint pour des choses où il ne devrait pas vraiment se plaindre. Donc bon, évidemment, c'est Zlatan et on peut jamais lui. Voilà, ça reste le joueur qu'il est, mais bon, sur ce match, j'ai pas trop aimé. Évidemment, il va falloir lui dire qu'il faut qu'il arrête de tirer des pénaltys parce que je veux bien qu'il a besoin de faire ses stats, mais voilà, hein, c'est toujours en bas à gauche. Au bout d'un moment, les gardiens, tout le monde le sait. Hein, même si parfois ils le changent, c'est bon. Faut les laisser acquiescer, monsieur. Ça suffit. Donc bon.
Zlatan, Qui c'est qu'il a encore souligné en après-match, le tireur de penalty, c'est Zlatan. Et ensuite, il expliquait sa manière de tirer les penalties, mais Kessié l'a encore dit à la fin du match. Voilà, c'est pas lui le tireur de penalty, c'est bien Zlatan Ibrahimovic. oui, ça joue dans l'ego du joueur, et évidemment, ça fait partie du personnage. Mais pour le bien du club, il faudrait quand même que ce soit Kessie qui les tire. Après, bon, c'est des choses qui se passent en intérieur, on ne va pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Le pire joueur de ce match pour moi, malheureusement, c'est Théo Hernandez. Sur ce match, c'est aussi une facette de Théo qu'on voit moins souvent, mais qui est vraiment dérangeante quand on la voit. C'est souvent Théo, c'est un joueur de sacrifice aussi. Souvent, dans ses bons matchs, il fait autant offensivement que défensivement. Tous ses retours défensifs, on les a vus contre la Lazio. Dans tous les matchs où il fallait, il était là. Cette fois, je sais pas, il était déjà très stéréotypé, que des appels en intérieur qu'on a vu dans les derniers matchs. Ensuite, il a eu pas mal de pertes de balles, ce qui a notamment mené au but du Bologne sur un contre. Et également, voilà, c'est ce Théo qu'on n'a pas envie de voir, hein, qui est moins rassurant, qui se donne pas forcément autant qu'on aimerait. Donc bon, évidemment, je me fais pas de soucis là non plus, parce que c'est Théo Hernandez, c'est un joueur incroyable, et je suis sûr qu'au prochain match, on va le revoir en forme. Mais bon, ce match-là de Théo Hernandez ne m'a pas plu, et je le considère comme le pire joueur du match côté Milan. Marco? Pour moi, les flops, ça rejoint un peu ce que disait Diego. Mon premier flop, ça va être Ibra. Ibra, même s'il fait un bon match dans l'ensemble, hein, et on l'a vu, il a eu ses occasions, mais il a manqué de réalisme. Bon, et parfois de chance, hein, mais voilà, il a manqué de réalisme, et c'est ça qui lui porte préjudice. Il loupe son 4e penalty, alors qu'on a un caissier qui est dans son domaine de prédilection quand il les tire. Donc voilà, il va falloir peut-être se poser la question de qui est vraiment le tireur de penalty. Après, voilà, on a toujours le problème d'ego d'Ibra. C'est vrai que autant je l'adore, autant c'est vrai qu'il prend une place énorme dans l'effectif. Donc, ça reste un problème, et je pense qu'il va falloir le résoudre à un moment ou à un autre. D'ailleurs, comme le soulignait Diego, c'est un peu le Ibra des mauvais jours. Et on le voit surtout dès qu'il loupe son penalty. On a l'impression qu'il a un manque de confiance. Et après, jusqu'à la fin du match, il n'arrivait plus à être dedans. Il faisait des choses un peu bizarres. Je me rappelle d'une remise en talonnade alors qu'il y a bien mieux à faire. Enfin bon, voilà, c'est un Ibra qui n'est pas celui qu'on attend de lui. Ensuite, mon deuxième flop, ça va être Théo. Car voilà, malgré un bon match dans l'ensemble, parce que pour une fois, il s'est allumé dès le début du match et pas au bout d'une demi-heure comme il nous le fait parfois. Il tente un rush dans l'axe sans aucun sens. On gagne 2-0, il n'y a pas du tout besoin de se presser. Il part dans l'axe tout seul, il perd un ballon comme il a l'habitude de souvent nous faire. Et résultat, ça part sur un ballon de but pour Bologne, qui nous pénalise totalement, parce qu'après, on passe une fin de match horrible où on finit par stresser devant la télé comme pas possible, alors que c'est un match qu'on maîtrisait tranquillement 2-0. Donc pour moi, c'est une erreur qu'il ne doit pas faire. Il faut qu'il arrive à garder un peu de lucidité, même en fin de match, même si ses rushs vers l'avant sont super utiles, on ne va pas se mentir. Mais voilà, parfois, il faut savoir juger le moment où le faire. C'est sa prise d'initiative, du coup. C'est une prise d'initiative qu'il a fait. On sait que souvent, c'est soit ça va tout droit, ça fait faute et il obtient un coup franc, soit c'est une perte de balle si l'arbitre est un peu plus laxiste. Et derrière, c'est des espaces qui se créent. C'est un caissier qui essaie de couvrir, mais une équipe un peu désordonnée. Et derrière, ça crée une occasion pour l'équipe adverse. Exactement. Surtout que, bon, c'est clair, souvent, ça donne une faute pour nous. Mais voilà, parfois, l'arbitre est un peu laxiste. Et on voit Théo qui, bras écartés au sol, en train d'hurler sur l'arbitre. Mais bon, parfois, voilà, l'arbitre ne sifflera pas tout le temps. Et des fois, c'est une grosse risque pour pas grand-chose. Et pour finir, mon dernier flop, je vais changer encore une fois un petit peu. J'ai mis Krunic, mon bon vieux morceau de mastic. Car même s'il est utile, voilà, il est utile pour défendre. Bon, en fin de match, on le fait rentrer. Il est à son poste, il est là. Mais avec les pieds, c'est pas bon. Voilà, il apporte rien en fait. C'est vraiment un joueur, typiquement, on le fait rentrer. Il est utile, il peut servir à quelque chose, mais voilà, si on veut gagner un match, c'est pas lui qu'il faut faire rentrer, quoi. J'ai l'impression que depuis qu'on l'a fait rentrer dans le match contre Bologne, après on a quasiment arrêté de jouer offensivement. Voilà, après ça revient au problème de ne pas jouer avec un Çalhanoğlu ou un Brahim Diaz, un créateur. Mais voilà, on a un joueur qui, ok, ne s'est pas fait dépasser comme Léao s'est fait prendre par les défenseurs adverses
lors du match. Mais voilà, donc défensivement, ça tient la route, mais vraiment juste défensivement, quoi. Pour moi, Krunic mérite sa place dans les flops. Diego? Oui, aussi, si je peux me permettre une petite mention pour des honorables, du coup, pour Pioli. J'ai quelques doutes sur son coaching sur les quelques derniers matchs. Les changements qu'il propose, surtout sur ce match-là, j'ai quelques doutes par rapport à ses choix, notamment donc Krunic, comme Marco l'a dit, c'est pas un joueur qui, voilà, s'il faut apporter, moi je pense sur ce match-là, surtout quand on menait 2-0, tu peux donner sa chance à Daniel Maldini. Bon, après, ça c'est des choix, voilà. Mario Mandzukic sur l'aile gauche ne marche pas dans notre système, hein, surtout que Rebic faisait un bon match. Et c'est un joueur qui court beaucoup, qui sert énormément, surtout dans les replis défensifs quand Théo part. Donc je vois pas, j'ai pas trop vu l'intérêt de le faire sortir. Bon, il avait pris un carton jaune, c'est vrai, mais mettre Mandzukic à son poste n'était pas la meilleure solution pour moi. Avant d'aborder tes flops, Yann, j'ai une question à te poser parce que on a vu Diego et Marco parler de Théo Hernandez. Il connaît sur son mois de janvier une période un peu moins bien, un peu plus compliquée que son incroyable début de saison jusqu'au match face à la Lazio. C'était le dernier joueur du mois de décembre. Janvier, c'est plus compliqué pour le Français. Oui et non, et oui et non. Non, je pense qu'on a aussi un peu beaucoup d'attentes en Théo et qu'il a un peu banalisé le fait, il a un peu banalisé ses performances qui étaient pour moi des performances plus que de haut vol, c'était des performances de classe mondiale. J'en parlais Mm. lors du dernier match qu'on avait débriefé avec Yams, je crois, face à la Lazio, où Oui. je disais que personne ne pouvait regarder Théo dans les yeux et dire qu'il était meilleur latéral gauche que lui. Dans le sens où on a été habitué par ses performances XXL. Après là, c'est sûr qu'il fait des erreurs qui pour moi sont pas pardonnables. De remonter comme ça en fin de match et de perdre un ballon comme ça qui nous prend un but, il ne peut pas se permettre ce genre de choses. On l'oublie aussi parfois. Théo, c'est quand même un joueur qui est assez jeune, hein. Et puis, oui, il est peut-être un peu en dessous par rapport à ce qu'il nous a présenté au mois de décembre, mais au mois de décembre, il nous a vraiment présenté quelque chose Mm. qui était C'est du vrai. niveau d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur latéral gauche au monde pour moi. Donc, je pense pas, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est en dessous, qu'il est pas bon. Ses prestations, il est toujours important sur le côté gauche lorsqu'il monte, il est toujours autant important, hein. Il est génial. On a la chance de l'avoir et je dirais pas non qu'il est mauvais ou je commencerai pas à lui taper dessus. Et c'est pour ça qu'il fera pas partie de mes flops d'ailleurs ce soir et D'accord. que j'aurai que deux flops. Alors dis-nous. Du coup, j'aurai que deux flops. J'ai hésité à en mettre un troisième en la personne de Zlatan. Et puis là aussi, en jugeant vraiment que ce match, je me dis, un Zlatan, il a une double occasion à la 23e minute où il met d'abord une tête incroyable sortie par Skorupski et ensuite en tapine, il n'arrive pas à la lever assez pour tromper le gardien polonais. Ensuite, l'occasion, la tête plongeante à la Van Persie de notre ami Calabria, c'est aussi grâce à la présence incroyable de Zlatan dans la surface qui fait une remise Mm. superbe pour Calabria. Et ouais, après, certes, il rate son tir au but, mais pour moi, c'est à nouveau, c'est le match de centre avant, le rôle ingrat d'un centre avant. Si Zlatan me met sa tête ou Skorupski la sort pas, ou il me met le tapine, ou si Calabria met ensuite sa tête plongeante, ou Mm. décide peut-être de la taper avec le pied au lieu de me sortir une variante de tête plongeante, bah, ça fait une passe décisive et un but. Et je pense que Zlatan, on serait presque à le mettre dans les tops. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, il a peut-être eu pas de chance aujourd'hui. Après, c'est clair, c'est de loin pas son meilleur match. Dans l'attitude, c'est du Zlatan, hein. Il le fait tout le temps à se plaindre des autres et à montrer qu'il est jamais satisfait. C'est pas forcément un côté que j'apprécie beaucoup chez lui. Mais j'ai hésité à le mettre dans mes flops, mais finalement, après réflexion et en voyant un peu le match qui nous sort, je l'épargne de cette mauvaise note aujourd'hui. Et donc, pour mon premier flop, qui sera donc le top 2, j'ai mis notre ami belge, Alexis Almakers. Mm. Il fait pas un mauvais match, il fait pas un excellent match non plus. C'est difficile à juger parce que c'est un joueur qui montre quand même toujours beaucoup, beaucoup d'envie sur son côté droit. Il est très intéressant parfois défensivement avec Calabria, surtout quand on a l'habitude de voir notre cher Samu Castillero jouer sur ce côté droit. Mais pour moi, hier, de nouveau, c'est ce que je lui ai reproché les quelques fois où j'étais pas très satisfait de ses performances. C'est un peu son manque de lucidité dans la dernière passe, dans le dernier geste, ou alors un petit crochet en trop, Mm. un dribble de trop.
Et hier soir, j'ai trouvé que certes, il avait l'envie, mais je l'ai trouvé un peu dans ses derniers choix, dans sa lucidité, pas autant bon que d'habitude. On sait qu'il revient d'une période d'absence, donc je pense que je ne me fais pas de soucis pour lui. Au vu de sa progression depuis le début de la saison, il va très certainement revenir au niveau qui nous avait habitués jusqu'à maintenant. Très bien. Et donc ton premier? Et mon premier flop, c'est un peu ma déception du début de saison. C'est Tonali, qui pour moi, comme l'a dit, je crois que c'était Marco qui parlait de lui ou Oui. Diego, euh, il n'est pas mauvais. Il y a des choses intéressantes. Il nous fait une sorte de passe à l'aveugle à un moment du gauche Mm. qui déboule sur une Sur l'action excellente action de but. l'action de Mais Ibra, ouais. l'action de Ibra, oui. Mais après, je trouve qu'il doit prendre plus d'initiatives, qu'il doit commencer un peu à prendre plus de risques. J'ai l'impression que sa période d'adaptation, gentiment, faudrait qu'elle commence à s'amorcer que je vois le Tonali qui me faisait rêver lorsque je le voyais jouer avec Brescia la saison passée. Plus de longs ballons, plus de passes à travers les lignes. Et c'est vrai que là, il a eu une très, très belle occasion avec l'absence de Benacer de se mettre en vue. Et bah, si on fait le bilan aujourd'hui, je on ne peut pas dire que le bilan soit forcément positif. Il a certes été très utile. Il fait quand même partie du milieu de terrain qui est en ce moment capoliste de la Serie A, il ne faut pas l'oublier. Mais je trouve dans ses prises de décision, dans ses choix, j'aurais envie de le voir plus leader, d'avoir plus d'envie, plus de prise d'initiative de sa part dans notre milieu de terrain. Et c'est pour ça que ce soir, aujourd'hui, pardon, je le mets dans mes flops. Mais comme l'a dit Diego, je pense que on connaît tous les qualités du joueur. Il est très très jeune. Il arrive dans un club, c'est son club de cœur. Je pense que ça joue aussi psychologiquement sur le fait qu'il a un peu la pression, qu'il a peut-être peur de prendre les choses en main. Et du coup, je pense que ça joue aussi un rôle. Mais je pense que je me fais pas non plus trop de soucis pour lui et je pense qu'il va trouver sa place au sein de notre effectif. Eh bah, très bien. Et bah, alors, on va refermer du coup cette page autour du match face à Bologne. Juste pour faire un point sur le calendrier de l'AC Milan pour le mois de février, il y aura donc 6 matchs. On va commencer en douceur avec Crotone et la Spezia. Puis, on enchaînera 4 matchs en 10 jours. Belgrade, match aller. L'Inter, Belgrade, match retour. Et enfin, la Roma, le 28 février. Donc, un planning pour bien se mettre en confiance avec Crotone Spezia et le match aller à Belgrade, ou si on pouvait gagner le match aller-retour dès le match aller, ce serait pas mal. Un bon score bien large pour être tranquille et pour mettre l'équipe B au retour, pour ensuite bien jouer face à l'Inter Milan et la Roma, qui seront 2 matchs décisifs, on peut le dire, 2 matchs de championnat très importants avec le Dauphin et le troisième si la Roma continue sur cette belle lancée. Donc un un mois de février très important. Benacer revient, Zlatan est revenu, Akan va revenir. Donc si Kier se remet assez vite de sa blessure ou de sa gêne, on risque d'avoir un effectif plus complet que les mois précédents pour aborder ce mois de février. On va à présent passer au débat du jour, les amis. Donc, le mois de janvier s'est soldé après 7 rencontres face à Bologne. L'occasion de revenir du coup sur le joueur du mois. Alors, si les mois précédents, à chaque fois, il y avait un joueur qui sortait du lot, ce mois-ci, c'était moins évident. Il y a eu des débats, voilà, notamment avec un gardien de 21 ans, avec un Ivoirien, avec un latéral droit italien. Vous allez me parler de tout ça, les amis. On va commencer avec Marco. Allez, Marco. Alors pour moi, ce mois-ci, on va peut-être rendre honneur à notre très grand gardien. Voilà, comme on l'a souligné lors de l'émission, c'est un gardien qui a un taux d'invincibilité impressionnant. Franchement, faut qu'on arrive à se rendre compte de quelle chance on a d'avoir Gigio parmi nous. Donc voilà, pour moi, ce mois-ci, même si ça se tape un peu avec Kessié, Gigio mériterait sa place parce que voilà, il a encore montré lors de ce match contre Bologne. C'est un gardien qui, voilà, même si on a une équipe qui en ce moment fonctionne bien, on doit le dire, il est toujours présent. Il y a au moins 1 ou 2 fois par match où il va se retrouver en 1 contre 1, où la défense va avoir une infime faille et il va devoir taper un arrêt de très grande classe. On l'a vu encore contre Bologne, il nous tape 3 arrêts faramineux. Et voilà, je voudrais souligner un peu ses performances, même si c'est un mois où il a pris des pions.
Voilà, pour moi, c'est une façon de lui rendre hommage sur l'ensemble de la saison, car c'est souvent un joueur qu'on peut oublier dans les MVP du mois. Donc voilà, pour moi, Gigio mériterait sa place, mais évidemment, sinon Kessié se rapproche. Bah, il est dans ses standings, même au-dessus de ses standings sur ce mois-ci, Gigio, vu que sur les 8 matchs joués au mois de janvier, il a 4 clean sheets. Donc 50% de clean sheets sur les 8 rencontres disputées par l'AC Milan. Je les cite, c'est Benevento, les 2 matchs face au Torino et Cagliari. Voilà, donc les 4 clean sheets de Donnarumma. Donc voilà, un mois à souligner. Il a été très bon ce mois-ci, le gardien italien. Diego. Et pareil, j'ai vu qu'il a été élu MVP du match. Hein. Mm. Mais surtout contre Benevento, Ouais, aussi MVP plus, du match contre Benevento. on peut plus rien dire. C'est incroyable. On a une chance monstrueuse de l'avoir parmi nous. Son renouvellement ne pourrait pas venir plus tôt. Et j'espère qu'il va rester encore très, très longtemps à Milan. Qui va écrire l'histoire de ce club, peut-être. Là, il est dans les standards pour aller chercher le record de Paolo Maldini. Si jamais un gardien de sa trempe qui a commencé à 16 ans, est titulaire indiscutable, et termine sa carrière à l'AC Milan, il a tout pour être le joueur le plus capé de l'histoire de notre si beau club. Diego, quel joueur as-tu retenu et quel joueur vas-tu défendre? Écoute, moi, j'ai décidé que j'allais partir sur un choix plus atypique. Hein, on a parlé de Gigio, on a parlé de Kessié. Moi, j'aimerais bien défendre l'inépuisable Davide Calabria. Mm. Voilà. On lui a bien craché dessus. On lui a bien craché dessus à une époque. En même temps, l'époque Giampaolo, elle a mitraillé tout le monde. Presque tout le monde était devenu mauvais. Il y en avait 2 ou 3 qui se sauvaient de la honte, comme Théo Hernandez. Mais à part ça, c'était terrible. Et depuis, peu à peu, il a repris un peu de niveau, voilà. Et maintenant, c'est un joueur qu'on ne peut que défendre. Quand on me parle de Diogo Dalot, moi j'ai envie de te dire, ou Dalot, pardon, j'ai envie de te dire non, ça suffit. Parce que Calabria, il a pris une dimension très très importante. C'est un joueur qui est complémentaire dans la mesure où par rapport à Théo, déjà défensivement, c'est un joueur qui est plus que je pense un peu plus sûr sur le 1. Il se jette moins, il se jette beaucoup moins. Ouais. Donc c'est un joueur qui peut t'apporter de la sécurité, même si physiquement, évidemment, il est plus petit, il est moins fort, il est plus lent. Et aussi, offensif, c'est surtout sur ce point-là que j'aimerais m'étendre, c'est qu'offensivement, sur ce mois-ci, il y a une vraie progression. Même si son meilleur but vient face au Genoa, si je ne me trompe pas, en décembre. Oui. En décembre. Mais quand il a fallu faire appel à lui parce que Tonali était blessé et parce que Krunic, c'est non. Donc, quand il a fallu faire appel à lui pour se poser dans le milieu de terrain, il a montré des choses intéressantes. Il a franchement tenu la baraque quand il fallait. Il a marqué son but contre la Juve. Et depuis, il a pris en confiance offensive. Et c'est un joueur qui est complémentaire dans la mesure où Théo, c'est un mec qui part depuis le bas avec la balle et qui va la pousser jusqu'au fond. Que ce soit pour faire sa passe décisive, que ce soit à la passe décisive ou même au but en course directement. Calabria, il a un style qui s'est, disons, défini. C'est qu'il a une présence dans la surface. Il est là à la finition des attaques. On l'a vu. Je ne me souviens pas exactement à quelle minute, mais il y a une très très belle action collective de passe entre Leao, Zlatan, Rebic, Théo sur le côté gauche. Et finalement, qui on trouve? C'est sur l'aile droite, Calabria, qui sort une frappe de loin. D'ailleurs, je pense que ça va commencer à devenir sa spécialité, les frappes de loin, offensivement. Et bon, Skorupski, qui était dans un soir innommable, il va l'arrêter. Mais voilà, c'est un joueur aussi. On a bien vu quand Zlatan le serre dans la surface. Bon, il y avait un peu mieux à faire que cette tête un peu molle qui nous sort. Mais voilà, il a pris une dimension offensive très, très intéressante. C'est un profil qui est très complémentaire à celui de Théo. Il apporte des qualités différentes, mais il se démarque et il enchaîne les performances. On peut plus vraiment rien lui reprocher. C'est un joueur qui se donne. Il court tout le match, même si bon, il n'a pas non plus une vitesse incroyable, mais il court, il se donne, il fait ses retours, il défend, il attaque. Voilà, il se propose. On peut que le défendre maintenant et c'est voilà. Pour moi, c'est le joueur du mois.
Il a un vrai QI foot, je trouve. Calabria, c'est un joueur qui est très intelligent, qui a une bonne vista pour un défenseur droit. Il utilise les relais, notamment pour se projeter vers l'avant. Comme tu as dit, Théo a un style et il profite de sa vitesse, hein, il profite de ses qualités, hein, Théo. C'est un très bon dribbleur, il court très vite. Calabria, lui, a un bon jeu de passe. Donc, du coup, il va utiliser le soutien, un peu un jeu d'appui-remise avec Salmakers et Benasser, ce qui fait que, du coup, il va se projeter vers l'avant, mais en dédoublant, etc. Et il a une bonne qualité de centre. Et quand il s'agit de défendre, et notamment face au contre, il sait très bien ralentir l'attaque adverse, donc ralentir son homologue sur le flanc gauche pour qu'un Salmakers fasse le repli défensif, parce qu'il le fait, pour ensuite défendre intelligemment et sans être en infériorité numérique. Donc je trouve que vraiment c'est davantage son QI foot qui a évolué que ses compétences techniques, parce que comme tu l'as dit, Calabria était loin d'être un mauvais joueur sous l'ère Gattuso. Giampaolo est arrivé à fumer tout le monde, mais derrière, je trouve que là où il a vraiment progressé, c'est dans sa vision de jeu. Et tu en parlais très justement, Diego, c'est ça, c'est derrière, et ben, il sait très bien se placer aussi, un peu second poteau Pavard. C'est un peu ça l'idée, il sait se mettre à la retombée du ballon. Il a la lecture du jeu. Non, mais je vois sourire, mais sans la frappe de Pavard, quoique il a quand même une super frappe de balle, l'ami italien, mais c'est dans le sens, dans le positionnement à la retombée du ballon, où il arrive à très bien lire le jeu pour être au bon endroit au bon moment et tenter une frappe qui, ma foi, trouve souvent le cadre pour Davide Calabria. Et même, moi, j'ai envie de dire que surtout, il apporte quelque chose dans le jeu, comme tu as dit, au pied, par les passes. Mm. On a bien vu, je crois, c'était, si je ne me trompe pas, contre la Sampdoria, la passe décisive qui fournit à Zlatan. Comme ça, une passe lobée en profondeur, super bien calculée. Il arrive vraiment à desservir les attaquants par ce jeu long et élevé. Donc, c'est vraiment une très belle addition à l'équipe d'apporter, disons, cette verticalité par ces passes qui vont chercher Makers ou même Ibra, comme on l'a vu. C'est vraiment vraiment une caractéristique qui nous sert beaucoup. Et donc, je suis très content de sa prise de niveau depuis ces derniers temps. C'est un joueur que j'aime bien depuis son début. Évidemment, comme tout le monde, j'ai dû avouer que pendant une époque, il était mauvais, mais je ne peux pas me réjouir plus que maintenant il soit titulaire et qu'il nous fournisse des prestations comme il fait. Très bien. Et donc, du coup, Yann, quel est le joueur du mois selon toi? Ben, pour moi, il y a un joueur qui est, je vous suis, messieurs, hein, mais pour moi, il y a un joueur qui est un petit peu au-dessus de tout le monde. Il a marqué autant de buts, enfin, c'est notre meilleur buteur du mois de janvier, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic. Il a participé à 7 matchs ce mois de janvier, dont 6 où il est parti titulaire. Il y en a un seul où il est rentré en cours de match. C'est notre Ivoirien, c'est notre président, c'est notre tank, c'est Franck Kessie. Que dire? C'est certes 3 buts sur penalty, mais on l'a vu, même des Zlatan Ibrahimovic peuvent les rater, donc il faut quand même aller les marquer, ces tirs au but à chaque fois. Il a pris une dimension folle. Il a pris une dimension folle. On se souvient tous. Je pense vous l'avez tous. Vous avez tous insulté deux, trois personnes, deux, trois saints là-haut à la suite de quelques passes ratées ou à la suite de quelques contrôles où on se disait mais comment est-ce que tu peux me rater un contrôle pareil? On avait l'impression qu'il jouait avec des chaussures de ski tous les matchs. Et, il est devenu beaucoup trop fort. C'est très difficile à décrire, à comprendre ce qui s'est passé. Si, il y a clairement ce système de Pioli avec ce double pivot devant la défense qui lui a clairement fait du bien. Mais après, ça n'explique quand même pas pour moi les lacunes techniques qu'il avait avant et maintenant la précision qu'il a, que ce soit dans les passes, que ce soit dans les contrôles, que ce soit dans les prises de décision. Il fait tout juste. Il fait pratiquement tout juste. Et il est encore décisif. C'est un joueur qui est capable de tirer les tirs au but. Et quelque chose qui est très très important et on l'oublie peut-être aussi, c'est qu'il est jamais blessé. On sait qu'on a un milieu de terrain sur qui on peut compter tout le temps. C'est un rock, on l'a vu aussi 2-3 fois en fin de match, complètement fatigué, complètement mort, qui se prend encore des coups de coude, qui saigne du nez, de la lèvre. C'est un guerrier, il va continuer jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il va donner tout ce qu'il a sur le terrain pour notre maillot. Et ça fait très, très plaisir de pouvoir compter sur un joueur pareil. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de discussion possible. Pour moi, c'est Franck Kessie, le président, qui est le joueur du mois de janvier pour moi.
C'était très serré aussi sur Twitter et Facebook. On vous a posé la question. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires de la vidéo lequel de ces joueurs entre Gigio, Kessié et Calabria serait selon vous le joueur du mois. Pour Twitter, c'est quand même une fois encore Franck-Hénique Kessié qui est ressorti. Tony, notre ami Tony Milanesto qui nous dit un monstre au milieu. En l'absence de Bennacer, il a pris les rênes du milieu, fort défensivement, fort offensivement. C'est un joueur transformé, absolument aucun milieu en Serie A a un volume de jeu comme lui. Et puis sur Facebook aussi, Kessié est largement ressorti. Moroskanzi qui nous dit Kessié sans aucun doute, grand volume de jeu, infatigable, but, placement, qualité, tout ça sans son partenaire Bennacer, grande presidente. Et puis juste en dessous, Kessié, il était orphelin de Bennacer, malgré ça il s'est battu match après match, même pendant les défaites, il était presque irréprochable. Un mot à rajouter sur Kessié, peut-être Marco, ton avis? Comment contredire Yann? Kessié, cap à cap, comme le dirait le directeur de Milan Chanel, c'est un monstre. Je veux dire, le mec a joué tous les matchs de ce mois de janvier. Et malgré ça, voilà, encore une fois, pendant ce match contre Bologne, à la 90e, c'est lui qui sera devant pour récupérer les ballons, essayer de garder le ballon dans la partie de terrain adverse. Il se prend des coups tout le temps. C'est un mec qui court de la première à la dernière minute sans jamais s'arrêter. Et je vais surtout retenir ce qu'ont dit les internautes avec le volume de jeu. C'est vrai qu'au-delà d'un mec qui est un tank physiquement, qui a un gros apport défensif, qui se sacrifie beaucoup, notamment pour qu'Hernandez puisse monter, c'est un mec qui a vraiment réussi à trouver un pied, je trouve, en or. Pour moi, c'est le Pirlo ivoirien. Le nombre de fois, maintenant, 1 ou 2 fois par match, il nous l'a fait. Transversal, ouais. De transversal, voilà, sur Saelmaker, sur Calabria de l'autre côté, qui réussit presque à chaque coup. Franchement, c'est monstrueux. Pour moi, c'est un joueur qui mérite cette place aussi de MVP. C'est un joueur taille patron, qui va très certainement exploser son record de buts cette saison. Et à souligner aussi, évidemment, sa grande capacité à tirer les pénaltys avec un sang-froid déconcertant. Ça risque d'être une très belle rencontre, notamment, on l'a dit sur l'importance de ces matchs-là, la Juve qui va, eux, enchaîner la Roma à domicile et Naples à l'extérieur. Donc, ce mois de février va être très important dans la course Scudetto, parce que pour l'instant, on en est là. Et puis, si jamais, pour l'instant, on en est là, pour l'instant, on est premier. Donc, pour l'instant, c'est la course au Scudetto. Si à la fin du mois de février, on est deuxième et troisième, on parlera de la course à la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, l'état des choses, c'est que Milan est premier à la fin de cette 20e journée, quoi qu'il arrive, mais qu'ils vont affronter rapidement l'Inter et la Roma pour peut-être prendre des points dans des confrontations directes pour cet objectif-là qui est envisageable. Merci, messieurs, pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine face à Crotone. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et puis forza Milan. Ciao! Ciao tout le monde. Merci, salut.